Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment parle-t-on du doctorat dans les médias. Et pour étayer cette vidéo, j'ai pioché 3 articles de presse sur internet, comme ça je vais pouvoir vous mettre les liens en description si jamais vous voulez étoffer un petit peu votre lecture, parce que moi je vais sûrement passer des passages par moment pour pas que la vidéo dure une éternité. Le but de cette vidéo, ça va être de voir comment parle-t-on du doctorat dans les médias, quelle image on essaie de véhiculer, quelles sont les difficultés des doctorants qui peuvent être exprimées. Il faut savoir que j'ai pas encore parcouru les articles, j'ai juste regardé à peu près le temps de lecture estimé pour chaque article, le titre et peut-être le chapeau, mais pas plus, je me suis pas spoil. Et on va parcourir ensemble les articles. Donc je vais me passer en petit écran, vous aurez l'article en grand et on va pouvoir un petit peu décrypter et je vais pouvoir confronter avec mon expérience personnelle et professionnelle, donc de doctorant. Comme beaucoup le savent, je suis donc doctorant en 2e année cette année et globalement pour moi tout se passe plutôt bien, je suis assez content de ma première année et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui peut être dit dans les médias puisque souvent ce sont des expériences qui sortent assez négatives. Sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo, mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce que d'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire arrivent très vite sur la chaîne. Bref, sans plus tarder, c'est parti et je vous retrouve donc en petit écran avec l'article derrière. Donc les 3 articles sont tirés des sources différentes. Un premier article, celui qu'on va étudier en premier, la Tribune, Génération PhD, vie et rêve des jeunes chercheurs. Le deuxième article tiré des Échos Start, Génération PhD, rêve et désillusion des jeunes chercheurs. Et enfin, le 3e article dans Slate, section économie, de la désillusion à la précarité, la réalité des jeunes chercheurs français. On va commencer tout de suite avec le premier article. Donc vous avez vu, et vous vous en êtes sûrement douté en regardant cette vidéo, ça va être assez connoté sur peut-être une désillusion, quelque chose que les doctorants s'imaginent et en fait ils font face à une réalité qui est tout autre, qui est assez difficile. Mais c'est globalement l'image qui ressort du doctorat en France qui est quand même très peu valorisée comparée aux États-Unis ou dans le reste de l'Europe, où le doctorat c'est vraiment vu comme une formation très solide qui vous offre beaucoup de débouchés et surtout qui vous offre des clés pour la suite et vous partez avec toutes les cartes en main pour vraiment avoir un gros bagage. Là où c'est plus difficile en France, et j'ai hâte de voir un petit peu tous ces échos et tous ces témoignages. Retour sur les données recueillies suite à l'appel à témoignage Génération PhD lancé fin 2018 pour éclairer les enjeux sociétaux d'une carrière dans la recherche. Ok, bah c'est parti. En s'engageant dans un doctorat, on a 3 ans pour autopsier une problématique, 3 ans pour passer du rang d'étudiant à celui de chercheur. 3 années, c'est un petit peu léger, mais c'est très bien pour généraliser de toute façon, mais tout le monde ne fait pas son doctorat en 3 ans, loin de là. Je crois que la moyenne, déjà ça dépend des disciplines, mais dans ma discipline sciences de gestion, ça doit être 4 ans je crois. Cette métamorphose est parfois brutale. Certains vont même comparer l'écriture de la thèse à un accouchement. Ok, je trouve que certains sont assez fatalistes dans leur approche de la thèse, ça peut très bien se passer et des fois ça peut effectivement très mal se passer. Maintenant, un véritable accouchement, à voir. D'autres parleront de sacrifice, de bagne pour un diplôme qui rapporte peu. Alors, un diplôme qui rapporte peu, je pense que c'est tout l'enjeu du sujet. Un bagne, je trouve ça trop fort, mais des sacrifices en thèse, évidemment, il faut en faire. Pourtant, chaque année, près de 15 000 doctorats sont délivrés en France. Voilà! Aucune raison de paniquer, on est 15 000, donc pourquoi on ferait pas partie des 15 000 nous aussi? Je sais pas combien il y a d'abandons pour comparer à ce chiffre des 15 000, ce serait intéressant d'avoir le stat. Si vous l'avez, mettez-la moi en commentaire, je suis intéressé par ça. Alors, pourquoi se lance-t-on dans un tel parcours d'obstacles et comment l'expérience est-elle vécue? L'appel à témoignage national adressé, ok, donc 20 à 40 ans, 40 questions sous un angle majoritairement sociétal, ce qui est rarement évoqué dans le débat public. Ok. La clôture de ce sondage 100% en ligne, 2574 doctorants et docteurs de toutes les disciplines, de toutes les régions sont prêtés au jeu. Il y a quand même un gros échantillon, je pense qu'il y a des bagages. Parmi eux, 44,4% sont détenteurs du Saint Graal alors que les autres préparent leur doctorat. Donc il y a à peu près la moitié de docteurs déjà qui ont obtenu leur doctorat et d'autres qui sont doctorants. Si les chiffres collectés sont bruts et non pondérés statistiquement, bon, on va pas rentrer dans tous les détails statistiques, c'est pas le but, je crois qu'on va passer tout de suite à des missions variées. 69% des interrogés n'ont songé à la recherche qu'à partir des études supérieures. Oui, c'est vrai, je pense qu'on peut arriver, et c'est même la majorité des cas, arriver à vouloir faire de la recherche, du moins de l'enseignement, une carrière académique, que très tardivement et au cours de ses études. C'est pour l'instant ce vers quoi je m'adresse et ça me plaît beaucoup et je m'en suis peut-être rendu compte en me confrontant avec la réalité déjà du terrain via mes stages
et mon Master 2 seulement, qui avait une double orientation, soit conseil, soit recherche. Vous l'avez compris, en tant que doctorant, j'ai choisi l'orientation recherche. Donc 69%. Il faut dire que passer 3 ans à chercher, lire et écrire, quand on peine à comprendre les fleurs du mal de Baudelaire pour le cours de français, ça ne fait pas rêver. Oui, c'est hyper différent, et d'ailleurs, personnellement, j'ai fait déjà un bac littéraire, et je n'aime pas la lecture outre mesure. Donc, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il faut en recherche celui-là. Pourtant, je m'y plais beaucoup, ça se passe bien, j'ai pas de problème, il faut juste être astucieux. Et évidemment, je vais pas m'orienter sur des analyses statistiques quanti ultra poussées, ça va pas être mon domaine d'expertise. Hop, petite mise à jour de l'article avec la pub, décidément. Tac, c'est reparti. Surtout qu'il faut bien l'avouer, il est compliqué de savoir précisément à quoi les chercheurs passent leur journée. Ça, c'est très vrai, c'était une zone d'ombre pour moi pendant mon Master 2, mais puisqu'on sait que les enseignants-chercheurs ont très peu d'heures de cours, je crois que c'est en moyenne 4 à 6 heures par semaine, le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est dur de se représenter un petit peu cette réalité-là. Et même mon entourage, en tant que doctorant, parfois a du mal à se dire « Mais attends, en plus, il bosse depuis chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait ?» C'est une réalité qui est bien réelle et je comprends qu'on puisse dire que ça ne fait pas rêver. Et il y a fort à parier qu'entre le paléoclimatologue et l'expert en psycholinguistique, les emplois du temps varient beaucoup. Je pense que les emplois du temps et les situations d'un doctorant à un autre varient énormément. Les mots font peur. Personnellement, moi, c'est sciences de gestion, c'est peut-être plus concret, moins tiré par les cheveux, où on se demande où est-ce que je veux en venir. Moi, c'est création d'entreprise et le rôle des technologies digitales là-dedans. Normalement, on arrive à peu près à se rendre compte de quoi il s'agit. Il est donc difficile de se projeter dans la peau d'un chercheur avant d'en avoir côtoyé un de près. Vrai. Ainsi, parmi les jeunes chercheurs interrogés, près de la moitié ont été inspirés par un scientifique contemporain, un professeur ou un proche. Intéressant comme stat. Intéressant, et je pense que l'inspiration joue un vrai rôle. Et d'ailleurs, on est trop peu sur YouTube, je pense, à partager son expérience de doctorant et de docteur. S'il y en a parmi vous, n'hésitez pas. Moi, je pense que c'est une vraie plus-value. Et puis, de toute façon, il y a un vrai travail de vulgarisation dans la recherche, dans l'enseignement aussi. Et avoir une chaîne YouTube, j'ai pensé que c'était un premier maillon de la chaîne qui était judicieux d'avoir. Donc, je vous y encourage. Contrairement à ce que l'on pense, un chercheur ne consacre pas l'intégralité de son temps à ses travaux. Bien sûr, multiples casquettes, ok. De plus, l'administration à la française n'épargne pas le monde de la recherche. Quelle plaie la bureaucratie à la française, très très vrai évidemment. Dès que vous voulez faire une procédure, déjà il y a beaucoup de réunions, beaucoup de paperasse, l'inscription administrative n'en finit pas. La candidature et candidater pour un doctorat n'en finit pas. Bon courage à vous si vous êtes dans ce processus. Je vais vous renvoyer tout de suite vers ma vidéo la candidature en doctorat que je vous mets juste là et le lien sera en description où je vous explique tout le processus de candidature pour optimiser votre candidature en doctorat et espérer donc avoir votre contrat doctoral in fine. Ainsi, 78% des jeunes chercheurs déplorent la lourdeur des procédures. Évidemment très vrai, les heures de mission, les méandres nébuleux, etc. Vrai. Malgré tout, 76% des chercheurs interrogés s'estiment privilégiés par rapport aux personnes de leur âge. Je pense que là aussi, c'est vrai. On peut que s'estimer privilégié quand on est doctorant ou docteur, puisqu'on a quand même un métier qui nous permet de travailler sur un sujet qui nous passionne, et ça, c'est peut-être la pierre angulaire de tout projet professionnel et personnel qui puisse tenir et qui puisse valoir pour un avenir qui soit un minimum serein, c'est de faire quelque chose qui nous plaît. Et on choisit de faire des études longues, c'est vrai, des études pas faciles, avec peut-être une récompensation, une rémunération financière qui est assez basse vu le niveau d'études. Mais malgré tout, typiquement là mes conditions de travail aujourd'hui, je crois qu'il y a plus malheureux, je suis sur mon temps de travail, il n'y a aucun problème, j'avance bien et je suis très autonome, très indépendant et en même temps cadré. Je suis payé pour faire mes recherches, je pense qu'il y a plus malheureux. J'insiste d'ailleurs là-dessus. Dans les entreprises en particulier, les chercheurs bénéficient d'un positionnement relativement pratique, extérieur aux problématiques, et ils sont en mesure de prendre du recul et au cœur de celles-ci, ils peuvent les décortiquer. C'est vrai qu'il y a cette double casquette des doctorants qui sont dans des entreprises, qui ont ce positionnement de chercheur qui peut être un petit peu différent d'un employé traditionnel et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Malgré tout, je pense qu'effectivement, ils peuvent tirer leur épingle du jeu dans beaucoup de situations.
Consacrés experts de leur discipline, ou experts en devenir, hein, on l'espère. On les sollicite souvent pour des missions de conseil ou de formation. Certains l'ont bien compris et ont créé des passerelles entre ces hyper spécialistes aux multiples compétences et le monde économique, type OkDoc, que vous commencez à connaître si vous suivez ma chaîne, l'association Bernard Grégory, Adoc Talent Management plutôt, ou encore Science Me. Effectivement, il y a pas mal de structures qui existent à ce niveau. Sentiment de solitude. Être chercheur devrait être avant tout un travail d'équipe. Malgré cela, 65% des répondants, toutes disciplines confondues, trouvent qu'il y a trop d'isolement chez les chercheurs. Et je pense que l'année Covid qu'on a passée récemment n'a rien arrangé à cela. Et je serais curieux d'avoir la stat sur le sentiment d'isolement des doctorants en 2021. Le stat doit être vraiment plus haute que celle-là. C'est effectivement un sentiment qui est délicat puisqu'on a vite tendance à s'enfermer soi-même dans son travail de thèse, à jamais lâcher et à devoir faire toujours plus pour avancer dans ses objectifs. On essaie de pas trop se comparer aux autres et en même temps si on perd pied avec ses équipes, avec les autres doctorants, avec notre vie sociale, etc., on ne se sort pas et ça cause l'échec du doctorat. Donc ce sentiment de solitude, évidemment, je crois que je vais y consacrer une vidéo entière, comment éviter le sentiment de solitude en doctorat. J'ai une vidéo qui s'y apparente un petit peu, comment rester motivé en doctorat. Là aussi, si ça vous intéresse, hop, je vous la mets ici et le lien sera en description. De plus, son sentiment semble augmenter à mesure, bien sûr, au fur et à mesure du doctorat. Premièrement, dans la pensée collective, le doctorat doit faire mal, sinon il a, semble-t-il, moins de valeur. Ça c'est vrai, je comprends pas. On peut très bien vivre son doctorat, j'ai l'impression qu'il faut souffrir pour passer son cap de docteur. Et je pense qu'on peut relativiser ça, ou au moins s'éviter de souffrir, parce que beaucoup de doctorants ne se ménagent pas là-dessus et se font, à mon sens, beaucoup trop souffrir pour ce qu'ils devraient. Et ils se font endurer des choses qu'ils ne devraient pas forcément endurer et elles se rendent peut-être la tâche plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Résultat, l'état d'anxiété augmente, la créativité diminue, sonnant bien souvent le début d'une longue descente aux enfers. Très vrai, très très vrai. Et tout commence à mon sens par le sentiment de solitude. Ensuite, ne confondez pas solitude et isolement, tiens c'est intéressant, l'une est subjective alors que l'autre repose sur une réalité concrète. Très bien. Content de l'apprendre. Ensuite, il y a le face aux autres, car soudainement on devient obsédé par un seul et même sujet, celui de sa recherche. Ça c'est vrai, beaucoup de chercheurs et doctorants sont omnibulés par leur recherche. Ils dorment doctorat, ils mangent doctorat, ils respirent doctorat, et au final ils se font bouffer par leur doctorat. Oui, il faut garder du temps pour soi, garder un entourage et sortir un peu de sa thèse, comme on le dit. Il ne faut pas laisser la sprint. Je m'embête. La thèse, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon et il faut se laisser du temps pour soi. C'est primordial pour tenir sur la durée. Ok, inégalité de revenus. À 87% des répondants, à l'enquête constate un manque flagrant de moyens consacrés à la recherche en France. C'est très connu. Si vous voulez brasser de l'argent, ne faites pas spécialement de la recherche, du moins pas en début de carrière, et surtout ça ne récompensera pas votre niveau d'études. Partez plutôt en Master 2 si vous voulez plutôt remplir vos poches. Près de 50 milliards, cela peut sembler beaucoup, mais c'est vrai que comparé à l'Autriche, je pensais aux États-Unis, sûrement à la Chine d'ailleurs, j'imagine. Voilà, la Chine a triplé ses investissements, il manque le petit S, non dans la recherche en 10 ans. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, je pense qu'évidemment on manque de budget en France. Pas si étonnant donc que les jeunes chercheurs souffrent du syndrome de la poche trouée, d'autant qu'il ne manque pas d'ambition. Donc bien sûr, il y a des budgets qui doivent être alloués à la recherche, des moyens parfois à la hauteur des ambitions des équipes de recherche. Maintenant, il y a des articles qui sont parfois assassins sur l'utilisation que font les doctorants de l'argent qui leur sont donnés, typiquement de leur bourse de contrat doctoral. Et je pense que vu la situation de précarité de nombreux doctorants qui parfois ne sont tout simplement pas rémunérés pour faire leur thèse, on pourrait se questionner sur ces questions de budget et de rémunération. Alors un doctorant chiffre 1957 brut par mois, d'accord, c'est la réalité. Ça peut grimper effectivement selon les disciplines, je pense qu'on est plus proche de la moyenne basse que de la moyenne haute. Et les contrats doctoraux, un peu moins de 1700 € brut quand on arrive sur un bac plus 8, j'avoue que ça peut un petit peu piquer, même si encore une fois on est loin d'être malheureux. Éclairer le débat public, je pense qu'on va passer très bien pour cet article, mais je trouve qu'il était assez pertinent, bien révélateur des différentes dimensions du doctorat en France, avec ses difficultés, mais aussi ses avantages et
Et je pense qu'ils ont bien exprimé au moins aussi une certaine valorisation du doctorat et qui demandent surtout encore à être valorisés. On va voir si ça va être le son de cloche du deuxième article. Génération PhD, rêves et désillusions des jeunes chercheurs. Il est difficile de se projeter dans la peau d'un chercheur avant d'en avoir côtoyé un de près. C'est une phrase qui nous dit quelque chose du premier, non? Ces 3 doctorantes tentent de décrire le quotidien d'un thésard partagé entre la solitude et la passion pour son sujet. D'accord, donc quotidien de thésard rime avec solitude et passion pour son sujet. Vous voyez, c'est déjà assez orienté. Moi, je peux vous proposer, et puis après je vais arrêter de vous suggérer des vidéos, 24 heures dans la peau d'un doctorant. J'étais en début de première année d'ailleurs. Je vous la mets juste là et le lien sera en description. Ce sera peut-être plus révélateur de mon expérience à moi qui, comme je vous le disais, ne se passe pas nécessairement mal. Et du moins, moi, je prends mon pied au quotidien à faire ce doctorat. En s'engageant dans un doctorat, on a 3 ans pour autopsier une problématique, 3 ans pour passer du rang d'étudiant à celui de chercheur. Cette métamorphose est parfois brutale. Mais aussi, il y a des phrases qui se rapportent, non? 15 000 doctorants, ok. Ah bah oui, évidemment. Je crois que je me suis fait avoir à mon propre jeu et alors on va voir s'il y a des stats qui sont différents puisqu'ils se basent sur les mêmes rapports. Les participants sont issus de nombreuses disciplines. Là, il y a peut-être un éclairage. 28,4% en sciences exactes, 29% en sciences du vivant, 29,4% en sciences humaines et humanités, sciences humaines, 13,6% en sciences de la société et 6,6% en interaction de 2 familles disciplinaires. Très bien. Ok. Bon, là, du coup, je me suis fait avoir mon propre jeu. J'ai choisi 2 articles qui prennent exactement les mêmes tournures de phrases, les mêmes quadrillages et les mêmes contenus visiblement. Ça se trouve, c'est écrit par les mêmes personnes. Eh bien, écoutez, c'est le jeu, donc il n'y aura pas de deuxième article. Et puis, ça montre que, mine de rien, ce qu'on veut faire parler du doctorat, c'est toujours à peu près la même chose. Et si on n'est pas attentif comme moi et qu'on lit pas un minimum les sources avant de les piocher, on se fait avoir. Ça m'apprendra et on va voir si le 3e article me fait ça également ou pas. Slate, de la désillusion à la précarité, la réalité des chercheurs français. La crise du Covid-19 a mis en lumière les défaillances de notre système de recherche. Alors que plusieurs pays ont trouvé un vaccin permettant de lutter contre la pandémie, au pays de Pasteur, un vaccin français est toujours attendu. CDD et manque de financement, c'est en ces termes que Laure, chercheuse en neurosciences, définit le système de recherche français. CDD, c'est vrai que c'est une certaine forme de précarité, un contrat à durée déterminée. Malgré tout, je suis bien content d'avoir un contrat à durée déterminée de 3 ans. Ça m'a pas empêché d'avoir une location d'appartement. Peut-être que ce serait plus compliqué après pour se projeter dans la vie future avec des crédits, etc. Maintenant, pour un début de carrière, moi, ça m'allait très bien. Un terme qui désigne tout ce qui se passe entre l'obtention du titre de docteur et celle d'un poste de chercheur titulaire. C'est actuellement sa situation, donc post-doctorat. Dans l'intervalle, nous sommes en CDD et nous sommes des chercheurs post-doctorants. Un laps de temps qui peut durer longtemps, très longtemps. Effectivement, ce n'est pas parce que vous passez votre doctorat que vous avez votre poste d'enseignant-chercheur par la suite. Et ça, c'est une réalité dont on n'est pas vraiment conscient, je trouve, au master. Ou du moins, on se dit, oh, ça doit le faire. Et en fait, il y a une vraie sélection qui est assez complexe. Et bien sûr qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et qu'il y a une certaine forme de précarité à base de petits contrats, d'ATER, d'enseignement, d'assistance d'enseignement entre les deux qui peut être précaire effectivement avec une forme de pression. La pression justement, parlons-en. Pour obtenir un poste permanent, les chercheurs et chercheuses doivent passer des concours où les places sont rares. Dans la thématique de recherche de l'or, au CNRS, il n'y a que 5 postes disponibles pour 95 candidatures. 5 sur 95, je crois que le ratio est vite fait. J'ai 34 ans et à ce jour, ma visibilité professionnelle est à août 2021. C'est extrêmement difficile de construire une vie quand on doit changer de poste régulièrement. Alors je pense qu'il faut dissocier 2 choses. Ma visibilité professionnelle jusqu'à août 2021, oui, là c'est complexe parce qu'elle est dans cette situation de transition entre son doctorat et son contrat d'enseignant-chercheur. Donc la situation de post-doctorante qui est très délicate, effectivement précaire et incertaine. Malgré tout, moi par exemple, je sais que j'ai une échéance à au moins peut-être 3-4 ans avec mon doctorat et je suis obligé même de le découper avec des échéances à bien plus court terme. Et ça se passe très bien quand on fait ce doctorat. Donc peut-être que c'est dommage d'insister autant sur cette précarité. Et je trouve d'ailleurs que c'est un petit peu extrême sur... il est difficile de construire une vie quand on doit changer de poste régulièrement.
C'est le cas pour de nombreux métiers, notamment des métiers où on se fait muter. Je pense en gendarmerie par exemple, où on peut être muté à droite, à gauche. Pareil, quand on obtient son concours de professeur des écoles, on peut être à droite, à gauche aussi. Enfin, c'est la vie et je trouve pas ça, ou même de la magistrature. Il me semble que les magistrats bougent. Enfin, il y a plein de professions pas nécessairement précaires où on doit changer de poste assez régulièrement et reconstruire sa vie. Et je pense que c'est pas uniquement le cas du doctorat. Une situation difficile qui a aussi été vécue par Guillaume, ancien chercheur reconverti en infirmier. Obtenir un poste de chercheur, c'est le parcours du combattant. Vrai, le doctorat, de toute façon, c'est un parcours du combattant. C'est pourquoi, à 34 ans, il décide de quitter le monde de la recherche, le rythme étant devenu infernal. Aujourd'hui, je gagne 1800 net en faisant 35 heures par semaine, alors qu'en fin de post-doctorat, pour le même salaire, j'étais en 50 et 60 heures par semaine. Bien sûr que les 35 heures par semaine, ça peut être compliqué en doctorat. Malgré tout, en étant un peu astucieux, avec une bonne organisation, je pense qu'on peut éliminer un maximum de superflu. Et beaucoup de doctorants s'embrouillent, comme je disais, dans une espèce de dictature des process où pour faire une fiche de lecture, il faut faire telle règle, telle règle, telle règle. Et au final, ils s'empêchent d'avancer et c'est assez contre-productif. Donc, je pense que beaucoup perdent de temps et malgré tout, c'est vrai que le doctorat c'est très chronophage et on doit consacrer une grosse charge temporaire. Le salaire n'est qu'un des multiples facteurs qui l'ont conduit à changer la voie. Ok, c'était pas sa préoccupation principale, mais c'est vrai que c'est un argument, on ne gagne pas des milliers et des cents. Il y a une pression qui s'exerce sur les chercheurs sans forcément qu'elle soit dite. Ils savent qu'ils doivent publier pour montrer qu'ils obtiennent des résultats, décrocher un poste et être financés. Publish or perish, c'est assez connu, il y a une pression à la parution, c'est évident. Maintenant, je pense que de se limiter à ça, c'est peut-être dommage, à voir. Pour exister et rayonner dans leur domaine, les scientifiques doivent publier le plus possible, une injonction dont l'or fait aussi le constat. Oui, tout le monde fait ce constat. Après tout, c'est aussi dommage et déplorable, mais en même temps, il faut bien que les écoles aient un critère sur lequel s'appuyer pour avoir une excellence académique. Il se trouve que c'est avec, pour la plupart du temps, le nombre de publications, ce qui est forcément biaisé par certains aspects. C'est un critère comme un autre. Il y a les pros, les cons, les avantages, les inconvénients. Bon. Pour moi, c'est pas ce qui doit vous empêcher de faire un doctorat et d'aller au bout de votre doctorat. Mesurer la performance de la recherche. Une méthode quantitative, bah oui, bien sûr. Quantité versus qualité. Ça pose ce débat, on est d'accord. Directeur du CNRS, directeur de recherche par exemple, CNRS, à produire de la mauvaise science. J'ai vu se multiplier les cas de plagiat et de fraude. Paradoxalement, ça paye parce qu'il y a tellement d'articles publiés que détecter la fraude devient beaucoup plus compliqué. C'est vrai, mais comme dans n'importe quel métier, il y a des tricheurs, il y a des fraudeurs. Ça fait partie du jeu malheureusement, quoi. Les effets pervers de l'excellence. Ok, il y a une vraie pression là-dessus. Moi, je pense que là encore, ça doit pas être un frein à faire un doctorat. Ils expliquent que l'incitation à la course à la publication conduit quasi mécaniquement à une baisse globale de la qualité de la production scientifique. Bien sûr, si tout le monde reprend les résultats de tout le monde d'un coup, en copiant-collant et en changeant juste une petite variable, ça fait pas avancer grandement le schmilblick. C'est pas besoin d'avoir fait un doctorat justement pour comprendre ça. C'est le cas éloquent des coronavirus dont fait partie le SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19, blablabla, d'accord. Démonstration par l'absurde. Les moyens alloués à la recherche restent minces. En France, la compétition est donc rude pour obtenir des fonds. Vrai. C'est pourquoi un collectif français de chercheurs de divers domaines a été créé son nom Camille Nous, prénom épicène associé, hop, on va baisser ça, l'étymologie de nous, qui signifie en grec ancien esprit, raison. Ce choix permet de fonder la valeur allégorique d'un nous, désignant une communauté de pensée, de valeurs, d'attitudes et de forces critiques autour d'une certaine idée de ce que la science doit apporter et garantir aux sociétés démocratiques. Oui, ok, il y a encore... je trouve que certains se prennent beaucoup la tête et vont loin. Engagez-vous, c'est très bien, si vous voulez vous engager contre ces fraudeurs, etc. Engagez-vous, c'est tout à votre honneur. Manque d'euros, file des cerveaux. Et oui, ça vient avec le fait d'avoir une faible rémunération, la fuite des cerveaux. La part que les entreprises en France consacrent au financement de la R&D est inférieure à celle de l'ensemble des pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Donc, il y a un vrai besoin de monter les budgets pour la recherche. Les dépenses de R&D, 2,2% du PIB, sont loin des 3% du PIB de la stratégie de Lisbonne. D'accord ? D'après les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les entreprises françaises consacraient en 2018 29,4 milliards, un chiffre qui contraste avec ceux des États-Unis. Donc ça, ouais, on était à 57% et eux ils étaient à 63%, 66% en Allemagne, Corée du Sud 77%, Japon 79%.
Des chiffres pour appuyer, très bien. La part que les entreprises en France consacrent au financement, ok. Inférieur, ce qu'on vient de dire. À cause de cette situation, c'est un tiers des docteurs en emploi qui quittent la France pour partir à l'étranger. Si ça n'exprime pas la véritable précarité de la situation de docteur ou doctorant en France, de jeunes chercheurs, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Aujourd'hui, directrice d'un laboratoire à Stanford aux États-Unis. Bah oui, là-bas, elle peut briller sans problème. Très bien. Et c'est la fin de l'article. Très bien. Ok, une leçon à tirer pour la France qui aura plus que jamais besoin de ses chercheurs pour faire face aux risques de pandémie future annoncés par l'ONU ainsi qu'aux enjeux climatiques. Et j'y rajouterai à ça tous les autres enjeux rassemblés par les recherches qui sont actuellement en cours et qui seront en cours dans les années à venir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'avoir un autre aperçu sur la recherche, peut-être de relativiser, de dédramatiser, ou au contraire de prendre conscience de ces difficultés si vous n'en aviez pas conscience jusque-là. Si c'est le cas, désolé, mais vaut mieux en être conscient dès le début, relativiser, se fixer ses objectifs et continuer d'avancer malgré tout. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, et puis également, comme je le disais en introduction, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on ne le dit jamais assez. Bref, pour moi, je vais vous laisser là et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.